Je sentais le goût du sang dans ma bouche chaque fois que mon propre père murmurait à l'oreille de mon frère: «Frappe-la plus fort aujourd'hui, Antoine. Papa veut la voir vraiment pleurer. Bonjour à tous, je m'appelle Virginie Lacroix. Mais les gens m'appellent simplement Mamie Virginie. J'ai 69 ans et je suis née dans une petite ville, Saint-Malo, une île vilaine, qui était beaucoup plus petite à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Parfois, j'imagine mes mots atteindre des endroits où j'ai jamais mis les pieds, et cela réchauffe mon cœur d'une manière que je ne peux pas expliquer aujourd'hui. Je vais partager une histoire que j'ai gardée enfermée dans ma poitrine pendant plus de 50 ans, une histoire que beaucoup dans ma propre famille ne connaissent pas pleinement, parce que la douleur était si grande que les mots refusaient de sortir de ma bouche. C'est une histoire sur comment parfois l'enfer a une adresse, un nom de famille, et vit parfois sous le même toit que vous. C'était en 1963, j'avais seulement 8 ans et notre famille vivait dans une maison en bois au centre de Saint-Malo. Mon père, Alphonse Lacroix, était commerçant avec un magasin général rue Grande, un homme respecté en ville, qui saluait tout le monde, assistait à la messe tous les dimanches, toujours bien habillé, toujours souriant. Monsieur Alphonse est un homme bon, disaient les gens. S'ils avaient su, ma mère, Jeanne Lacroix, était une belle femme aux cheveux bruns, toujours attachée en un chignon bas, avec de grands yeux tristes dont je ne comprenais la raison que des années plus tard. Elle s'occupait de la maison, cuisinait, cousait, faisait tout ce qu'une épouse convenable était censée faire à l'époque, mais il y avait quelque chose dans sa manière de marcher, toujours la tête baissée, toujours murmurant, toujours s'excusant d'exister. Et il y avait mon frère, Antoine, 3 ans plus âgé que moi. Dès son plus jeune âge, il était différent, pas d'une bonne manière. C'était quelque chose qui me donnait des frissons, même enfant, sans comprendre pleinement ce que je voyais. Antoine faisait mal aux oiseaux qu'il trouvait dans la cour, arrachant lentement leurs ailes. Juste pour les regarder, c'est de voler. Il cassait mes jouets et, et riait. Ensuite, quand je pleurais, mais devant les autres, il était le garçon bien élevé, le fils exemplaire, la fierté de son père. Notre maison était grande pour les standards de l'époque, 5 pièces, une cour avec des pommiers et des pêchers, un puits à l'arrière. Il y avait même une petite pièce séparée à l'arrière que mon père appelait la remise, mais que je découvrais plus tard avoir un but bien plus sinistre. Les premières fois où Antoine me faisait mal, je pensais que c'était juste un comportement typique de grand frère, une pincée ici, une poussée là, rien, qui n'était pas normal entre frères et sœurs. Maman le justifiait même. Virginie, ne provoque pas ton frère, c'est un garçon. Il est juste différent, mais progressivement, les choses devenaient étranges. Antoine commençait à m'appeler pour jouer quand maman et papa n'étaient pas là, des jeux qui me mettaient mal à l'aise.
qui me faisait pleurer, qui disait être notre secret. Si tu le dis à quelqu'un, Virginia, murmurait-il, avec cette voix qui me donnait des cauchemars, personne ne te croira. Et si par hasard il te croit, je dirai que tu as demandé à jouer comme ça. J'avais autre Hans. Je comprenais pas pleinement ce qui se passait. Hier, ça veut juste que je n'aimais pas ça, que ça faisait mal, que je me sentais sale après. J'essayais de le dire à maman une fois, mais les mots sortaient confus, embrouillés, et elle disait que c'était mon imagination, et que Antoine était un bon garçon. C'était un après-midi de décembre, la veille de Noël 1963, que je découvrais que l'horreur dans ma vie était bien plus grande que je ne l'avais imaginé. Papa était rentré tôt du magasin, maman était partie chez la voisine pour une recette de biscuits et j'étais dans la cour essayant de cueillir des pommes quand j'entendais des voix venant de la remise. La porte était entr'ouverte. Je jetais un coup d'œil et voyais Antoine à l'intérieur, jouant avec des cordes, arrangeant des tissus. Il y avait une chaise au milieu de la pièce et quelque chose dans cette scène me donnait une grande peur. Antoine appelais-je doucement, « Que fais-tu là ?» Il se retournait avec un sourire qui me glaçait l'échine. « Je prépare une surprise pour toi, petite sœur, sur ordre de papa. » À ce moment, j'entendais les pas de mon père approcher. « Tout est prêt. Mon fils ?» demandait-il. Et il y avait une avidité dans sa voix que je n'avais jamais entendue auparavant. « Oui, papa, on peut l'amener. » C'est alors que je comprenais qu'il parlait de moi. C'est qui se passait dans cette pièce cet après-midi-là changeait ma vie pour toujours. Je ne vais pas entrer dans les détails car certaines douleurs sont trop grandes pour être décrites, mais je dirais assez pour que vous compreniez mon propre père. Non seulement permettait à Antoine de me faire mal, il participait, il regardait, il guidait. Tiens, bien, Antoine, disait papa, assis sur une chaise dans le coin, ses yeux brillants d'une lueur malade. Quand elle essaie de crier, met le tissu dans sa bouche, je me débattais, pleurais, les suppliais d'arrêter. Mais c'était comme si mes larmes les excitaient encore plus. Antoine me frappait avec une vieille ceinture que papa gardait là. Et à chaque coup, j'entendais mon père respirer plus fort, comme s'il appréciait ce qu'il voyait. Tu peux frapper plus fort, instruisait papa. Elle peut le supporter. Quand tout était fini, j'étais sur le sol de la remise, toute contusionnée, à peine capable de bouger. Papa se levait, ajustait ses vêtements et parlait avec une parfaite naturalité. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé, Virginie. C'est une affaire de famille. Si tu le dis à quelqu'un, surtout à ta mère, je devrais dire à Antoine d'être encore plus créatif avec toi. Je me traînais dehors, réussissais à atteindre ma chambre et y restais jusqu'à ce que maman revienne. Quand elle me voyait toute contusionnée, avec une lèvre fendue et un bleu sur le visage, elle demandait ce qui s'était passé. Je suis tombée du pommier, mentais-je.
comme papa m'avait appris à mentir, mon Dieu, ma fille, tu dois être plus prudente. Si seulement elle savait que Seyes, qui devait être prudente, c'était elle. Et moi, c'était la première de nombreux après-midi dans la remise, toujours quand maman était sortie, toujours quand il y avait personne pour entendre mes cris. Papa créait même un système. Il inventait une raison pour que maman quitte la maison. Et ensuite, il m'emmenait à la remise. Aujourd'hui, tu vas apprendre à ne pas pleurer, disait-il parfois. Les filles qui pleurent trop deviennent des femmes faibles, et je n'élève pas une femme faible. D'autres fois, c'était pire. Antoine, montre-lui qui commande dans cette maison, montre-lui bien. Mon frère obéissait avec un enthousiasme qui, me dégoûtant, c'était comme si ces moments étaient les meilleurs de sa vie. Il inventait différentes manières de me faire mal, testait ma résistance, voyait jusqu'où il pouvait aller sans laisser de marque que maman pourrait voir. Tu aimes étudier, n'est-ce pas, Virginia, disait Antoine une fois, tout en attachant mes mains. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre des choses qui ne sont pas dans les livres. Je fermais les yeux et essayais d'aller ailleurs dans mon esprit. Je pensais aux cours à l'école, à mademoiselle Denise Rochefort, qui était si gentille avec moi, aux livres que je lisais cachés sous la couverture. Je rêvais d'être médecin, de soigner d'autres enfants, d'être différente d'eux. My spelling part. Combien j'essayais de m'échapper mentalement. Mon corps était là, souffrante, saignante, se défissant peu à peu. Le pire était que papa ne faisait pas cela par colère ou parce qu'il était perturbé. Il le faisait froidement, de manière calculée, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Parfois, il souriait même. Les femmes doivent apprendre dès le plus jeune âge quelle est leur place. Justifiait-il à Antoine, comme si donner une leçon de vie et la place d'une femme est toujours sous un homme. Antoine absorbait chaque mot, comme s'il s'agissait d'un évangile. Maman commençait à suspecter quand mes notes à l'école chutaient, quand je cessais de jouer, quand je devenais une enfant silencieuse qui vivait enfermée dans sa chambre, mais chaque fois qu'elle essayait de me parler, papa parasite. La fille traverse une phase difficile. Jeanne, disait-il, avec cette voix contrôlée, c'est normal, laisse-la tranquille. Et maman, qui avait aussi peur de lui que moi, baissait la tête et acquiesçait. Je vivais dans cet enfer pendant 2 ans, 2 ans à me réveiller chaque jour dans la peur, à m'endormir chaque jour dans la douleur, 2 ans à prétendre à l'école que tout allait bien, que j'avais une famille normale, que mon père était un homme respectable, jusqu'à ce qu'un jour, alors que j'avais déjà 10 ans, quelque chose changeait. Maman rentrait tôt, juste au moment où papa m'emmenait à la remise. Elle voyait tout, ma peur, les larmes, la manière dont papa tenait mon bras de force. Pendant une seconde, nos yeux se croisaient et dans cette seconde, ma mère comprenait, enfin, cette nuit-là, pour la première fois en 2 ans, je voyais ma mère pleurer, pas un pleur ordinaire, mais le pleur de quelqu'un qui venait de découvrir que le monde qu'il connaissait était un mensonge. Elle s'enfermait dans ma chambre avec moi
et pour la première fois demander la vérité. Virginie, murmurait-elle, ses mains tremblant, alors qu'elle touchait les bleus sur mon bras. Depuis combien de temps cela se passe-t-il? Je ne pouvais pas répondre au début, les mots restaient coincés dans ma gorge, comme si j'avais encore peur que papa m'entende à travers les murs. Mais la manière dont maman me regardait alors, c'était comme si elle avait, retiré un bandeau de ses yeux. Ça fait longtemps. Maman, réussissais-je à murmurer. Depuis que j'avais 8 ans, je voyais son visage s'effondrer. Elle couvrait sa bouche avec ses mains, essayant d'étouffer un cri de désespoir. Mon Dieu, ma petite fille, je ne savais pas. Je le jure, je ne savais pas. Mais au fond, j'ai pensé qu'elle savait, elle savait, et était trop effrayée pour accepter la vérité. Les jours qui suivaient étaient étranges. Maman commençait à me regarder différemment, comme si elle voyait des cicatrices qui avaient toujours été là, mais qu'elle avait choisi d'ignorer. Elle remarquait comment je me rétrécissais quand papa s'approchait, comment je ne restais jamais seule avec Antoine, comment je trouvais toujours des excuses pour ne pas être à la maison. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit avant? Demandait-elle un après-midi, tout en préparant le déjeuner, parce que chaque fois que j'essayais, tu disais que c'était mon imagination, et papa disait que si je parlais, ce serait pire pour moi. Et pour toi aussi. Maman arrêtait de remuer les haricots et me regardait avec des yeux pleins de larmes. Il t'a menacé avec ça. Je hochais la tête. Et c'est alors qu'elle comprenait l'ampleur du piège dans lequel nous vivions. Papa n'était pas seulement un homme violent, il était calculateur. Il savait exactement comment nous contrôler, comment nous garder silencieuses. Au cours des semaines suivantes, maman commençait à prêter attention à des détails qui lui avaient échappé auparavant. Comment papa trouvait toujours un moyen pour qu'elle quitte la maison les jeudis après-midi. Comment Antoine s'excitait ces jours-là, comme s'il attendait quelque chose de spécial. Comment je tombais toujours malade ou me blessait ces mêmes après-midi. Il planifie tout, murmurait-elle une nuit, tout en appliquant de la pommade sur mon dos, où Antoine m'avait frappé avec un manche à balai. Tout est calculé. Le pire était que papa ne cherchait même plus à le cacher. Depuis que maman avait découvert, il devenait encore plus audacieux, comme s'il testait jusqu'où elle supporterait sans rien faire. Jeanne, disait-il un matin au petit déjeuner, aujourd'hui, tu vas chez ta sœur à Dinan, reste là, bas, 3 jours. J'ai besoin de régler quelques affaires ici à la maison. Maman me regardait. Puis lui, quel genre d'affaires? Des affaires qui ne te regardent pas, répondait papa, sa voix lourde de menace. Tout, Ivas, parce que je te le dis, à ce moment, je voyais quelque chose sur le visage de ma mère que je n'avais jamais vu. Auparavant, c'était pas de la peur, c'était pas de la soumission, c'était de la colère, une colère froide. Continue. Tangerose, d'accord, Alphonse, disait-elle, sa voix étrangement calme. Zirai. Mais cette nuit-là, elle venait dans ma chambre
et murmurait à mon oreille: «Je ne te laisserai plus jamais seule avec eux, je te le promets». C'est à partir de là que nous commencions à planifier notre fuite. Maman faisait des recherches, parlait à des personnes de confiance, découvrait que nous avions des cousins éloignés à Nantes qui pourraient nous accueillir. Elle commençait à économiser de l'argent en secret, vendant ses bijoux, ses plus beaux vêtements, tout sans que papa, le sache. «Quand nous partirons d'ici, ma fille», disait-elle, en comptant les pièces, «ce sera pour ne jamais revenir». Heu, mais papa, était intelligent. Il commençait à suspecter nos conversations, chuchotées, la manière, dont maman le regardait pendant les repas. Une nuit, il surprenait, maman fouillant dans le tiroir où il gardait l'argent. «Que fais tu, Gin?» «Rien, Alphonse». Juste, ranger des choses. Il prenait tout l'argent qu'elle avait économisé, «L'argent du ménage reste avec moi». Ça a toujours été comme ça. L'as-tu oublié? Cette nuit-là, j'entendais leurs disputes dans la chambre. Papa parlait doucement, mais le ton était menaçant. Maman pleurait, essayait de s'expliquer. À la fin, il sortait claquant la porte. Le lendemain matin, maman avait un œil au beurre noir. J'ai trébuché dans le noir, mentait-elle, quand je lui demandais. C'est à cette époque que Antoine devenait aussi plus violent avec moi, comme s'il sentait que le temps pressait, qu'il devait en profiter tant qu'il le pouvait. Les réunions dans la remise devenaient plus fréquentes, plus brutales. «Papa dit que toi et maman faites des plans», murmurait Antoine un après-midi, tout en attachant mes mains plus fort. «Que d'habitude, il dit que vous deux devez apprendre une leçon». Cet après-midi-là était le pire de tous. Antoine utilisait des choses qu'il n'avait jamais utilisées avant, me faisait mal de manière qui me laissait incapable de marcher correctement pendant des jours. Et papa regardait tout, faisant des suggestions, riant quand je criais: «Les femmes désobéissantes doivent apprendre par la douleur», disait-il, comme s'il donnait un cours. Et les mères qui n'élèvent pas correctement leurs filles doivent voir leurs filles en subir les conséquences. Quand tout était fini, j'étais presque inconsciente. Il y avait du sang à des endroits que je ne savais même pas pouvoir saigner. Antoine me laissait sur le sol, comme si j'étais un sac d'ordures. «La prochaine fois que ta mère essaiera de s'enfuir», disait papa, se penchant près de mon oreille, «ce sera bien pire que ça». Oh, je réussissais à ramper jusqu'à ma chambre. Maman me trouvait des heures plus tard, évanouie sur le lit avec une forte fièvre. Elle nettoyait mes blessures, me donnait des médicaments, veillait toute la nuit à mes côtés. «Je n'en peux plus», murmurait-elle, pensante que j'étais endormie. «Mon Dieu, je n'en peux plus de voir ma fille souffrir comme ça». C'est cette nuit-là qu'elle prenait une décision qui changerait nos vies pour toujours. Le lendemain matin, quand papa partait pour le magasin et qu'Antoine allait à l'école, maman s'asseyait sur mon lit avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Une pure détermination. «Virginie», disait-elle, prenant mes mains,
Nous n'allons plus nous enfuir. Mon cœur s'accélérait. Que veux-tu dire, maman? Fuir ne résout rien. Ils nous trouveront, ils nous ramèneront. Et alors ce sera encore pire. Je ressentais un désespoir total m'envahir. Alors, nous devrons rester ici pour toujours. Nous devrons supporter ça pour toujours. Maman secouait la tête. Et pour la première fois en des années, je voyais un sourire sur son visage, mais c'était pas un sourire heureux. C'était un sourire froid, dangereux. Non, ma fille, nous n'allons pas nous enfuir parce que nous n'en aurons pas besoin. Ce sont eux qui vont sortir de nos vies pour toujours. Je ne comprenais pas à l'époque ce qu'elle voulait dire. Je ne comprenais que 3 jours plus tard, quand elle m'appelait pour une conversation qui changeait tout. Virginie, fais-tu confiance à maman? Oui. Alors écoute attentivement ce que je vais te dire. Nous allons nous débarrasser d'eux, tous les deux, mais j'ai besoin de ton aide. Ein sait que commencer le plan le plus audacieux que 2 femmes désespérées aient jamais conçu, un plan qui nous donnerait soit la liberté, soit nous détruirait complètement. Le plan de maman était si simple qu'il était brillant et si dangereux que s'il échouait, nous serions probablement mortes avant l'aube. Virginie, murmurait-elle, vérifiant pour la 3e fois si la porte était bien fermée. Tu sais que ton père garde de l'argent dans le coffre-fort au magasin, n'est-ce pas? Je hochai la tête. Tout le monde en ville savait qu'Alphonse se méfiait des banques, qu'il préférait garder l'argent chez lui. Et tu sais aussi qu'il et Antoine vont à Dinan vendredi prochain pour chercher de nouvelles marchandises, n'est-ce pas? Ils seront absents toute la nuit. C'était aussi vrai. Une fois par mois, ils faisaient ce voyage pour réapprovisionner le magasin. Ils revenaient toujours le samedi matin, fatigués et souvent ivres, parce qu'ils en profitaient pour boire dans la ville. Alors, ma fille continuait, maman, ses yeux brillants d'une détermination qui me faisait à la fois peur et espoir. C'est ce vendredi que nous allons agir. CI, qu'elle planifiait, était à la fois la chose la plus courageuse et la plus effrayante que j'avais jamais entendue. Maman avait découvert que papa gardait presque tout l'argent de la famille caché dans une boîte en métal derrière le comptoir du magasin. De la rente qu'il disait être pour les urgences, mais qu'il utilisait en réalité pour acheter notre silence et notre soumission. Nous allons prendre tout l'argent, Virginie, chaque centime, et quand ils reviendront samedi, ils ne trouveront ni nous, ni rien qui prouve que nous ayons existé, mais le plan n'était pas seulement de voler l'argent et de fuir, il était beaucoup plus élaboré. Qu'est-ce que c'est là? Ton père est un homme orgueilleux, expliquait maman, tout en dessinant le plan du magasin sur un morceau de papier. Si nous disparaissons simplement avec l'argent, il saura que c'était nous, il nous cherchera jusqu'au bout du monde. Puis elle me racontait la partie la plus audacieuse du plan. Nous allions faire croire
que le magasin avait été cambriolé. Nous briserions la porte d'entrée, mettrions tout en désordre, éparpillerions les marchandises sur le sol, comme si des voleurs s'étaient introduits et avaient pris non seulement l'argent, mais nous aussi, comme si nous avions été kidnappés. Demandai-je, essayant de comprendre exactement. Ils penseront que nous avons été emmenés avec l'argent, que nous sommes probablement mortes quelque part. La froideur dans sa voix quand elle disait cela me donnait des frissons. Mais en même temps, je comprenais le génie de l'idée. Si tout le monde pensait que nous étions mortes, personne ne nous chercherait. Nous pourrions commencer une nouvelle vie ailleurs, sans peur d'être retrouvés. Pendant les 5 jours suivants, maman planifiait chaque détail. Elle étudiait les horaires de la rue, parlait discrètement aux voisins pour savoir qui serait chez soi le vendredi soir, découvrait même quel bus nous pourrions prendre pour quitter la ville sans être vus. Le secret, disait-elle dans une de ses conversations, c'est de ne laisser aucun fil lâche. Tout doit sembler réel dans chaque détail. Maman obtenait une clé du magasin. Elle savait où papa cachait la clé de secours. Elle planifiait exactement quelles marchandises éparpillées sur le sol, quelles étagères renversées, même où laisser quelques gouttes de son propre sang pour faire croire qu'il y avait eu une lutte. Notre sang, demandai-je, effrayée, juste quelques gouttes, ma fille, sur la porte, sur le comptoir, pour faire croire que nous avons essayé de résister. La partie la plus difficile du plan était psychologique. Nous devions prétendre normalement pendant ces 5 jours agir comme si rien n'avait changé, comme si nous étions toujours les mêmes femmes soumises. Papa ne suspectait rien. Il continuait sa routine cruelle, m'emmenant à la remise chaque fois que maman sortait, frappant maman quand elle le contredisait, nous traitant comme sa propriété personnelle. Quand je reviendrai de Dinan, disait-il le jeudi, je veux que vous deux ayez nettoyé toute la maison, on dirait une porcherie. Oui, Alphonse, répondait maman, baissant la tête, comme elle le faisait toujours, mais cette fois, quand il ne regardait pas, elle me faisait un clin d'œil. Antoine était aussi excité par le voyage. Je vais acheter des choses spéciales pour toi, petite sœur, murmurait-il à mon oreille à l'heure du dîner. Des choses qui rendront nos réunions encore plus intéressantes. J'avais envie de vomir, mais je souriais et hochais la tête parce que je savais qu'il n'y aurait plus de réunion, qu'il n'y aurait plus rien. Le vendredi matin, il partait tôt. Papa embrassait maman sur la joue. Ce petit baiser hypocrite qu'il donnait quand il partait en voyage. Antoine faisait exprès de serrer ma main plus fort que nécessaire en disant au revoir. Ademain, les filles criaient papa depuis la voiture. So et Sardis. Nous s'attendions que la voiture disparaisse complètement au bout de la route, puis nous attendions encore 1 heure juste pour être sûrs. Puis maman me regardait et disait « Maintenant, ma fille, c'est maintenant ou jamais. » Nous commencions l'après-midi quand la rue était plus calme. Maman ouvrait le magasin avec la clé de secours et nous entrions comme si c'était la chose la plus normale du monde. Quiconque voyait penserait
que nous aidions simplement avec quelque chose au magasin. Le coffre-fort était exactement là, où maman l'avait dit, une boîte en métal lourde, fermée avec un simple cadenas. Maman savait où papa gardait la clé dans une boîte de café vide dans le garde-manger. Quand nous ouvrions la boîte, je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Il y avait là plus d'argent que je n'imaginais exister dans le monde entier, des liasses et des liasses de billets, tous attachés avec des élastiques organisés par valeur. Mon Dieu, murmurai-je, d'où vient tout ça? Ton père n'est pas seulement commerçant, virginien, répondait maman, comptant rapidement l'argent. Il prête de l'argent aux agriculteurs à des taux très élevés. Quand ils ne peuvent pas payer, il prend leurs terres. C'était de l'argent sale, de l'argent pris de la détresse d'autres familles. D'une certaine manière, cela rendait plus facile de le prendre. Nous gardions tout l'argent dans un vieux sac, puis nous commencions la partie la plus difficile, mettre en scène le cambriolage. Maman brisait la porte d'entrée avec un pied de biche qu'elle avait apporté de la maison. Le bruit était terrible, mais nécessaire. Ensuite, nous entrions et commencions à tout détruire. Nous gestions des marchandises sur le sol, renversions des étagères, cassions des verres. C'était comme si nous détruisions non seulement le magasin, mais toute notre vie précédente, chaque sac de sucre éparpillé, chaque bouteille brisée était un morceau de notre prison qui se défaisait. Maintenant le sang, disait maman, prenant un petit couteau. Elle faisait une coupure superficielle sur son propre doigt et laissait tomber quelques gouttes sur la porte et sur le comptoir. Je faisais de même, suivant ses instructions. Ça faisait à peine mal, mais le symbolisme était puissant. C'est fait, disait-elle. Regardant le résultat, maintenant, rentrons à la maison, faisons nos bagages. Nous prenions seulement l'essentiel, 2 changes de vêtements chacune, quelques documents importants et l'argent, tout rentrait dans une petite valise. Avant de partir, maman faisait une dernière chose qui me marquait profondément. Elle entrait dans la remise, cet endroit maudit où j'avais tant souffert et mettait le feu à un tas de paille sèche qui était là. Pourquoi, demandai-je, pour brûler les fantômes, répondait-elle, regardant les flammes se propager, pour que personne d'autre ne souffre jamais dans cet endroit. Nous quittions la maison pour la dernière fois, alors que l'après-midi tombait. Le bus pour Nantes partirait à 19h. Nous avions assez de temps pour arriver à la gare routière sans nous presser. Dans la rue, quelques voisins nous saluaient. Bon après-midi, Madame Jeanne. Bon après-midi, Virginie. Nous répondions en saluant normalement, comme si nous allions juste faire des courses en ville. Personne ne suspectait rien. Dans le bus, assise à l'arrière, nous laissions enfin la réalité de ce que nous avions fait nous atteindre. Nous étions vraiment libres. Après des années de torture, d'humiliation et de peur, nous étions enfin libres. Maman prenait ma main quand le bus démarrait. Pas de retour en arrière. Ma fille, murmurait-elle, à partir de maintenant, nous sommes des personnes différentes. Je regardais par la fenêtre
et voyait Saint-Malo s'éloigner, devenir de plus en plus petite, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement dans l'obscurité de la nuit, avec la ville. Je laissais aussi derrière moi la fille que j'avais été, cet enfant effrayé, blessé, qui avait appris à se cacher en elle-même pour survivre. À partir de ce moment, je serais une autre personne, et cette nouvelle personne avait des projets, de grands projets. Le bus tanguait sur la route cahoteuse. Quand maman me racontait le reste du plan, la partie qu'elle avait gardée pour la fin, la plus risquée de toutes, Virginie, murmurait-elle, regardant autour pour s'assurer que personne n'écoutait. Nous n'allons pas simplement disparaître, nous allons mourir. Mon cœur s'arrêtait une seconde. Que veux-tu dire, maman? Officiellement, sur papier, nous allons mourir. Officiellement, elle expliquait qu'elle avait un cousin éloigné à Nantes, Sébastien, qui travaillait au registre civil, une homme qui devait quelques faveurs à la famille et qui, pour une somme généreuse, pourrait faire apparaître 2 certificats de décès dans le système Jeanne Lacroix et Virginie Lacroix, mère et fille, morte à la suite d'un enlèvement suivi d'un homicide, corps jamais retrouvé. La froideur avec laquelle elle disait cela me faisait peur. Maman avait planifié notre mort avec la même précision que d'autres planifient un voyage. Et après, comment vivrons-nous si nous sommes mortes? Avec de nouveaux noms, ma fille, de nouveaux documents, nous allons devenir des personnes complètement différentes. Nous arrivions à Nantes à l'aube du samedi. La ville était beaucoup plus grande que Saint-Malo, pleine de lumière et de mouvement. Même à cette heure, je prenais la valise. Pendant que maman comptait discrètement l'argent, nous avions assez pour vivre bien pendant des années. Si nous savions économiser, le cousin Sébastien nous rencontrait à la gare routière. Un homme petit avec une moustache grisonnante qui regardait nerveusement dans toutes les directions, comme s'il s'attendait à être arrêté à tout moment. Jeanne, appelait-il doucement, est-ce vraiment toi? C'est moi, cousin. Voici, ma fille. Virginie, il nous emmenait dans une auberge bon marché, dans une petite chambre avec 2 lits et une fenêtre donnant sur une ruelle sale. C'était pas du luxe, mais c'était la liberté. Qu'avez-vous fait? Demandait Sébastien, après avoir entendu notre version abrégée de l'histoire. Alphonse est un homme dangereux. S'il découvre que vous êtes vivante, c'est pourquoi nous devons mourir, répondait maman, posant une liasse d'argent sur la table. Combien veux-tu pour que ça arrive? Sébastien regardait l'argent, puis à nouveau l'argent. C'est que vous demandez si on découvre, je vais en prison. Personne ne découvrira, assurait maman. Et s'ils le font, nous garantissons que tu n'auras aucun problème. Il fallait 3 jours pour que tout soit prêt, 3 jours à attendre dans une pièce étouffante, ne sortant que pour acheter de la nourriture, vivant dans la peur que quelqu'un nous reconnaisse. Sébastien apparaissait tous les jours avec des mises à jour sur le processus. J'ai un ami à l'hôpital qui certifiera les décès, nous disait-il le 2e jour.
Il a dit que les corps sont arrivés si défigurés qu'il était impossible de faire une reconnaissance seulement par les documents que vous portiez et les corps, demandai-je. Quel score? Vous avez été incinéré pour des raisons sanitaires. Le mercredi, Sébastien apportait les nouveaux documents. Maman était maintenant appelée Marie-Constance Bisset. Je devenais Anne-Béatrice Bisset, sœurs orphelines venues de la campagne à la recherche de travail. Et notre histoire précédente, demandai-je, tenant ma nouvelle carte d'identité, n'a jamais existé. Répondait Sébastien. Jeanne et Virginie Lacroix sont mortes samedi dernier. Vous êtes des personnes différentes maintenant. C'était étrange de regarder ce document et de voir un nom qui n'était pas le mien, mais en même temps, c'était libérateur. Anne-Béatrice n'avait pas un père monstre, ni un frère abusif. Anne-Béatrice était une page blanche. Nous déménagions dans un autre quartier, louions une petite maison simple avec 2 chambres et une petite cour. À partir de maintenant, disait maman lors de notre première nuit dans la nouvelle maison, c'est juste nous deux contre le monde et nous allons gagner. Mais pas, l'adaptation n'était pas facile. Nous nous réveillons au milieu de la nuit avec des cauchemars. Pensant qu'Alphonse et Antoine nous avaient trouvé le moindre bruit étrange nous mettait en panique. Il nous fallait des mois pour dormir une nuit entière en paix. À l'école, je devais inventer une histoire sur notre famille. Je disais que nos parents étaient morts dans un accident de voiture, que nous étions venus à Nantes parce que nous n'avions plus personne à la campagne. Les enseignants me traitaient avec pitié, ce qui était mieux que la suspicion. Mais le plus dur était de gérer ce qui m'était arrivé à 11 ans. Je portais des traumatismes que la plupart des adultes ne affronteraient jamais. J'avais des cauchemars constants, des crises de panique quand un homme s'approchait de moi, des difficultés à me concentrer sur les études. Tu as besoin d'aide professionnelle, disait maman une nuit, après m'avoir trouvé pleurant dans la salle de bain pour la 3e fois cette semaine. Quel genere d'aide, un médecin de la tête, un psychologue, mais les psychologues étaient chers et nous essayons d'économiser autant qu'est possible. Alors maman trouvait une autre solution, la bibliothèque municipale. Si tu ne peux pas payer quelqu'un pour soigner ta tête, disait-elle, tu devras apprendre à te soigner toi-même. C'est ainsi que je découvrais les livres de psychologie. Je commençais par lire des brochures simples sur les traumatismes de l'enfance, puis passais à des livres plus complexes sur le développement mental, la thérapie, la médecine. Je passais des heures à la bibliothèque, lisant sur ma propre condition, essayant de comprendre ce qui m'était arrivé. La fille Littrot commentait la bibliothécaire, Madame Rose Chauvin, à maman. Seulement des livres difficiles, des choses d'adultes. Elle a toujours été intelligente, répondait maman. Depuis toute petite, zette que Madame Rose ne savait pas, c'est que ces livres me sauvaient. Chaque page était comme une séance de thérapie gratuite. J'apprenais sur le trouble de stress post-traumatique, sur la manière dont le cerveau
traite les traumatismes. Sur les techniques d'auto-assistance, c'est en lisant ces livres que je décidais que je voulais être quand je serai grande. Pas seulement médecin comme je l'avais toujours rêvé, mais psychiatre pour enfants. Je voulais comprendre pleinement comment fonctionne l'esprit d'un enfant traumatisé. Je voulais pouvoir aider d'autres filles comme moi. Estoussoura demandait maman. Quand je lui disais ma décision, la médecine est un cours difficile, coûteux, et pour une fille comme toi, qui vient d'où tu viens, justement à cause de ça, répondais-je, parce que je sais que c'est de souffrir et de n'avoir personne qui te comprend. Maman souriait, ce sourire fier que je n'avais pas vu depuis des années. Alors, nous allons nous battre pour que ça arrive. Oh. Et nous nous battions vraiment. Maman travaillait à double shift à l'usine. J'étudiais comme une obsessionnée. Mes notes étaient toujours les meilleures de la classe. Les enseignants commençaient à me remarquer, à m'encourager. Anne-Béatrice a du potentiel pour l'université, disait l'enseignante de biologie à maman lors d'une réunion. Elle devrait faire un cours préparatoire. Les cours préparatoires coûtaient aussi cher. Alors je trouvais un travail le week-end vendant des bonbons sur la place centrale. L'argent était peu, mais ça, I died. Maman ne se plaignait jamais de la fatigue. Je ne me plaignais jamais du manque de temps pour jouer. C'était des années difficiles, mais aussi des années de construction. Chaque jour qui passait, Anne-Béatrice devenait plus forte, plus déterminée. Virginie, cette fille effrayée, était laissée derrière, enterrée avec notre vie précédente, à 17 ans. Je passais le concours d'entrée en médecine à l'université de Nantes. C'était mon rêve, mais aussi ma plus grande peur. Et si je ne réussissais pas, et si tout notre sacrifice était en vain, peu importe le résultat, disait maman la veille de la sortie des résultats. Je suis déjà fière de toi, de la femme que tu es devenue le lendemain. Mon nom était sur la liste, Anne-Béatrice Bissette, admise à la 15e place pour le cours de médecine. Je pleurais tellement que Madame Rose de la bibliothèque venait me serrer dans ses bras. Je savais que tu y arriverais, ma fille. Dès le premier jour que je t'ai vue ici, je savais que tu étais spéciale. Maman pleurait encore plus que moi, mais c'était des larmes de joie, de soulagement, de victoire. Nous avions réussi contre toute attente. Nous avions réussi cette nuit-là, seule à la maison. Maman me racontait quelque chose qui changeait tout ça. Cet argent que nous avons pris à ton père, Yesais, j'ai découvert d'où il venait. J'ai parlé à des gens qui le connaissaient à Saint-Malo. Elle me disait que papa ne prêtait pas seulement de l'argent aux agriculteurs. Il finançait aussi d'autres choses, des choses qui impliquaient des enfants, d'autres hommes comme Antoine. Notre maison n'était qu'une des étapes dans un réseau d'horreur beaucoup plus vaste. Alors, l'argent que nous utilisons pour ton éducation, disait maman, et de l'argent qu'il gagnait en détruisant d'autres familles comme la nôtre,
Je comprenais le poids symbolique de cela. J'utilisais l'argent de mon bourreau pour devenir quelqu'un qui protégerait d'autres enfants. C'était une justice poétique dans sa forme la plus pure. Je ne me sens pas coupable, disais-je. Yesens, que c'est la bonne destination pour cet argent. Maman hochait la tête. Moi aussi. Es ist ainsi qu'à 18 ans, j'entrais en école de médecine, portant non seulement mes rêves, mais aussi une mission. J'allais obtenir mon diplôme, pas seulement pour moi, mais pour tous les enfants qui avaient souffert comme moi. Je ne connaissais pas encore toutes les difficultés qui m'attendaient. Je n'avais aucune idée combien de fois je voudrais abandonner, combien de nuits je passerais à étudier jusqu'à l'aube, combien de fois je faillirais avant de réussir à obtenir mon diplôme. Mais je savais une chose, peu importe combien de temps cela prendrait, peu importe combien d'obstacles apparaîtraient, je réussirais parce que je ne me battais pas seulement pour moi, je me battais pour toutes les Virginies du monde. La première fois que j'échouais, je pleurais pendant 3 jours d'affilée. C'était en 1972. J'étais en 2e année de médecine et la matière était l'anatomie. Le professeur docteur Henri Lefebvre, un homme sévère avec des lunettes épaisses, m'appelait après l'examen. Mademoiselle Anne-Béatrice, disait-il, feuilletant mon examen avec un air de désapprobation. Vos notes théoriques sont excellentes, mais en pratique, vous vous figez complètement quand il faut examiner des patients masculins. C'était vrai chaque fois qu'il fallait faire un examen physique sur des hommes. Mes mains tremblaient, ma voix défaillait, mon cerveau se fermait simplement. Les professeurs pensaient que c'était la timidité d'une fille de la campagne. Ils n'imaginaient pas que chaque toucher, chaque proximité avec un corps masculin me transportait dans cette remise maudite. Je vais devoir vous faire échouer, même avec vos hautes notes théoriques. La médecine exige de la confiance dans toutes les situations. Et je sortais de là dévastée. Maman m'attendait à la porte de l'université, comme elle le faisait tous les jours depuis que j'avais commencé le cours. Alors, ma fille, comment ça s'est passé? Je ne pouvais pas répondre. Je m'effondrais en pleurs. Là, devant tout le monde, maman me serrait dans ses bras, sans poser de questions, me ramenait à la maison, préparait une tisane de camomille et attendait que je me calme pour parler. J'ai échoué, maman, j'ai échoué à cause de CE qu'ils m'ont fait. C'était la première fois que j'admettais à voix haute comment mon passé me contrôlait encore. Toutes ces années à penser que j'avais surmonté, qu'Anne-Béatrice était assez forte pour laisser Virginie derrière. Et je découvrais que c'était pas tout à fait comme ça. Ma fille, disait maman, tenant mes mains. Le traumatisme ne disparaît pas du jour au lendemain. Il restait là, attendant le bon moment pour refaire surface. Mais si je ne peux jamais, si à chaque fois qu'un patient masculin a besoin de moi, je m'y fige comme ça. Alors, nous trouverons un moyen pour que tu ne te figes pas.
Maman trouvait de l'argent là où il n'y en avait pas pour payer une thérapie pour moi. Une psychologue nommée docteur Hélène Vasseur, une femme dans la cinquantaine avec des cheveux gris, une voix calme et des yeux doux. Anne, disait-elle lors de notre première séance, dis-moi ce qui se passe quand tu dois toucher un patient masculin. J'essayais d'expliquer, mais les mots sortaient embrouillés, confus. Comment pouvais-je expliquer que chaque fois que je voyais un homme torse nu, je me souvenais d'Antoine, que chaque fois qu'il fallait examiner un abdomen masculin, j'entendais la voix de papa murmurant des instructions. Il nous fallait 6 mois juste pour que je puisse parler de mon passé. 6 mois à mentir à docteur Hélène, inventend que mes parents étaient morts dans un accident, que mon traumatisme venait d'avoir assisté à leur mort. Anne, disait-elle dans une séance, tu me racontes une histoire, pas ta vérité. Et tante, que nous ne parlerons pas de ta vérité, nous ne pourrons pas t'aider. C'est alors que je m'effondrais et lui racontais tout, absolument tout, sur Virginie, sur la remise, sur papa et Antoine, sur notre fuite, sur notre mort officielle. Docteur Hélène écoutait sans juger, sans montrer de choc ou de pitié. Tu as survécu à l'impossible, disait-elle quand je finissais. Et maintenant, tu veux aider d'autres enfants. C'est n'est pas un traumatisme, c'est un but. Les séances commençaient à faire une différence. J'apprenais des techniques de respiration pour contrôler la panique, des exercices mentaux pour rester dans le présent quand les souvenirs revenaient. Docteur Hélène m'apprenait que mes déclencheurs n'étaient pas une faiblesse, ils étaient des signaux d'alerte d'un cerveau qui avait appris à se protéger. Ta peur des hommes n'est pas irrationnelle, expliquait-elle pour une fille qui a vécu que tu as vécu se méfier des figures masculines, c'est de la survie. Je retournais à l'anatomie le semestre suivant. Cette fois, j'avertissais le professeur de ma difficulté, évidemment sans donner de détails. J'ai un problème d'anxiété quand je dois examiner des patients masculins, expliquai-je. Puis-je toujours commencer accompagné d'un collègue, le professeur Henri, qui l'année précédente semblait un ogre, montrait plus de compréhension que je ne l'attendais. Bien sûr, et si tu as besoin de plus de temps pour t'habituer, pas de problème. C'est ainsi, pas à pas, que je surmontais mes peurs. Première fois à examiner un patient masculin avec un collègue à mes côtés, puis seul, mais avec la porte ouverte, puis avec la porte fermée. Chaque petite victoire était célébrée à la maison avec maman. Aujourd'hui, j'ai réussi à ausculter un homme de 60 ans sans que mes mains tremblent. Lui dit ça, j'ai au dîner. Ma fille est une guerrière, répondait maman, fière. Mais même en surmontant les difficultés pratiques, le cours restait difficile à d'autres égards. Nous n'étions que 5 femmes dans une classe de 40 étudiants. Les professeurs faisaient toujours en sorte de nous rappeler que la médecine n'était pas une place pour des jeunes filles délicates. Une femme qui veut être médecin doit être 2 fois meilleure qu'un homme, disait le professeur de chirurgie dans un cours, parce qu'elle sera 2 fois plus questionnée
Je prenais cela comme une motivation. J'étudiais plus que n'importe quel collègue, obtenais de meilleures notes, savais répondre à des questions qui laissaient les garçons sans voix. Anne-Béatrice ne réussit bien que parce que les professeurs ont pitié d'elle. Entendais-je un collègue commenter dans le couloir: les femmes en école de médecine sont juste pour faire bonne figure, de toute façon, je ne répondais pas. Je laissais ma note au prochain examen répondre pour moi. Première place, comme d'habitude. En 1975, en 4e année, quelque chose se passait qui changeait ma perspective sur ma vocation. J'étais en stage en pédiatrie. Quand une fille de 8 ans arrivait avec des symptômes étranges, des blessures inexpliquées, un comportement renfermé, une peur excessive des adultes, elle souffre probablement d'une sorte de violence domestique. Commentait l'infirmière à mon intention. Mais comment le prouver? Je regardais cet enfant et me voyais à 8 ans, le même regard effrayé, la même posture de quelqu'un qui s'attend à être blessé à tout moment. Puis je lui parlais seule. Demandai-je au médecin responsable: tu peux essayer? Elle n'a parlé à personne depuis 3 jours. Je m'asseyais à côté du lit de la fille, au même niveau que ses yeux. Je n'essayais pas de la toucher, n'essayais pas de forcer la conversation. Je restais juste là, silencieuse, montrante que c'était sûr. Salut, disais-je après quelques minutes. Je m'appelle Anne. Et toi? Elle me regardait avec suspicion, mais répondait doucement: Clara. Clara est un joli nom. Et sais-tu pourquoi tu es ici? Clara. Elle secouait la tête. Tu es ici parce que quelqu'un t'a fait mal, n'est-ce pas? Et nous voulons t'aider. C'est alors qu'elle commençait à pleurer, pas le pleur bruyant d'un enfant gâté, mais ce pleur silencieux de quelqu'un qui a appris que faire du bruit peut être dangereux, qui t'a fait mal. Clara, je ne peux pas le dire, murmurait-elle, et l'a dite, que si je parle, ce sera pire. Mon cœur s'arrêtait. C'était exactement ce qu'Antoine me disait: Sais tutto, que je vais te dire, Clara. Parfois, si nous disons la vérité aux bonnes personnes, nous pouvons nous débarrasser de ceux qui nous font mal. Il fallait 2 heures, mais Clara racontait tout. Le beau-père qui l'abusait quand sa mère allait travailler, les menaces, le chantage émotionnel, la peur constante. Tu as été très courageuse de raconter ça, disais-je, tenant sa petite main. Et maintenant, nous allons nous assurer qu'il ne te fasse plus jamais mal. Nous contactions les services de protection de l'enfance, le commissariat, toutes les agences responsables. Le beau-père était arrêté. Clara allait chez sa grand-mère maternelle. 3 mois plus tard, elle revenait à l'hôpital pour un contrôle de routine méconnaissable, souriante, bavarde, joueuse. Docteur Anne, criait-elle en me voyant, regarde comme je vais mieux. À ce moment, je comprenais que j'avais trouvé ma véritable vocation. Je voulais pas seulement être pédiatre, je voulais être le médecin que d'autres enfants chercheraient quand ils auraient besoin de raconter leurs secrets les plus douloureux. Je me spécialisais dans les abus sur enfants. Je lisais tous ceux que je pouvais trouver sur le sujet.
assister à des conférences, suivaient, des cours, supplémentaires. Mes professeurs trouvaient étrange mon intérêt pour un domaine si spécifique. Pourquoi pas la chirurgie pédiatrique? Demandait mon conseiller, ou la cardiologie pédiatrique, des domaines plus prestigieux, parce que c'est ceux dont le monde a besoin, répondais-je, quelqu'un qui comprend ses enfants. Je terminais mes études en 1966, à 25 ans. C'était 7 ans de beaucoup de sueur, de nombreuses larmes, 2 échecs, d'innombrables nuits blanches à étudier, mais cela valait chaque seconde à la remise des diplômes. Maman était au premier rang, pleurant de fierté, quand ils appelaient mon nom. Anne-Béatrice Bisset, diplômée en médecine avec spécialisation en pédiatrie, elle criait si fort que tout le monde riait. C'est ma fille, hurlait-elle, ma doctoresse. Après la cérémonie, seule à la maison, maman me donnait un cadeau, une petite plaque gravée avec les mots « Docteur Anne-Béatrice Bisset, pédiatre, pour ton premier cabinet », disait-elle. Maman, je ne sais même pas si je pourrais ouvrir un cabinet tout de suite, tu le feras. Et quand tu le feras, cette plaque sera sur la porte. J'obtenais un emploi dans un hôpital public au service des urgences pédiatriques. Le salaire était bas, les conditions difficiles, mais c'était là où je pouvais faire le plus de différence. C'était là où arrivaient des enfants comme Clara, comme moi autrefois. Le premier mois, je traitais 17 cas de suspicion d'abus, certains évidents, d'autres subtils, mais tous avec le même schéma que j'apprenais à reconnaître: la rigueur défloyée, la posture défensive, la peur des adultes. Comment sais-tu toujours quand un enfant est abusé? Me demandait un collègue. Tu as un instinct incroyable pour ça. Ce n'était pas de l'instinct, c'était de la reconnaissance. Une survivante, reconnaissant d'autres survivants, assortissant en 1981, j'ouvrais enfin mon propre cabinet, un petit espace, mais accueillant, spécialement décoré pour que les enfants se sentent en sécurité. La plaque que maman m'avait donnée était sur la porte exactement comme elle l'avait prédit. Ma spécialité devenait connue dans la ville. D'autres médecins commençaient à me référer des cas difficiles, des enfants qui ne parlaient à personne, des situations complexes de violence domestique. Le docteur Anne a une manière spéciale avec ses enfants, disait-il. Ils lui font confiance, bien sûr, qu'il me faisait confiance. Ya comprenessa, qu'il traversait, parce que j'avais traversé la même chose. Je parlais leur langage, reconnaissais leur peur, savais exactement quels mots utiliser pour les faire se sentir en sécurité. Chaque enfant que j'aidais était une petite revanche contre Alphonse. Et Antoine, chaque famille que je sauvais était une victoire sur le système qui avait essayé de me détruire. Je transformais ma douleur en but, mon traumatisme en outil de guérison. Et maman était toujours là, me soutenant, m'encourageant, me rappelant d'où nous venions et combien nous avions déjà accompli. Tu as sauvé plus d'1 millier d'enfants au fil de ces années, me disait-elle à mon 40e anniversaire. 1 millier d'enfants,